Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h. Découvrons ensemble les titres qui seront développés dans ce journal. Alors que le grand rendez-vous des startups, le CES, vient de s'achever à Las Vegas, nous verrons comment ces jeunes pousses en plein développement traversent la crise. Est-ce que le contexte actuel les a freinés? Les investisseurs sont-ils au rendez-vous et aussi nombreux qu'avant? Lionel Galfray, le directeur de Monacotech, sera notre invité pour répondre à toutes ces questions. Un clin d'œil, un hommage aussi à celui qui a dirigé de main de maître pendant des années le Café de Paris. Stefano Brancato va goûter à une retraite bien méritée. Nous l'entendrons dans ce journal. Il était habitué au terrain de guerre. Ce qu'il a découvert au tout début de la crise de la Covid-19 dans l'Est de la France l'a profondément touché. Le professeur Dominique Petit était aux côtés des personnels soignants du CHPG lorsqu'ils sont arrivés en renfort à l'hôpital de Mulhouse au printemps 2020. Et il retrace cet épisode marquant de sa vie de médecin dans un livre, Couronne et épines d'humanité, qu'il viendra nous présenter. Après leur rentrée en championnat de France de Betclic Elite, c'est la reprise aussi pour les basketteurs monégasques en Euroleague. Ils affronteront demain Munich. Portrait des forces en présence à suivre. Et pour débuter ce journal, un premier point sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans qui a débuté sur prescription médicale. Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Après avis favorable du Comité national monégasque, les enfants de 5 à 11 ans risquant de contracter des formes graves de la Covid-19 ou vivant dans l'entourage d'une personne immunodéprimée ont commencé à être vaccinés au Centre national de vaccination dans un espace spécialement aménagé pour eux. Et cette précision dans la lutte contre la Covid-19, il est important de ne pas se rendre aux urgences en cas de symptômes légers. Face au rebond épidémique enregistré depuis quelques semaines, le gouvernement princier tient à rappeler quelques réflexes à observer pour les personnes qui ressentent des symptômes pouvant faire craindre à une contamination. En cas de symptômes, contactez le centre Covid, un opérateur vous donnera la marche à suivre. Et en cas de symptômes légers, n'allez en aucun cas aux urgences du centre hospitalier Princesse Grasse. Il est rappelé que ce service est réservé aux soins impératifs et aux motifs d'urgence. Appelez votre médecin traitant ou de garde, il pourra rapidement vous donner les indications à suivre. Si vos symptômes s'aggravent, évidemment, contactez les pompiers. La mairie de Monaco a présenté les chiffres de l'état civil pour l'année 2021. Chaque début d'année, la mairie de Monaco communique les chiffres de l'état civil pour l'année écoulée ainsi qu'un comparatif avec ceux de l'année précédente. Le service de l'état civil nationalité a en effet pour mission d'enregistrer les événements qui marquent le parcours de vie de personnes monégasques ou de nationalité étrangère nées, mariées ou décédées en principauté. Les chiffres de l'état civil pour l'année 2021 sont en hausse en comparaison à 2020. 976 naissances l'an dernier et 58 divorces qui, eux, fléchissent légèrement. Tous ces chiffres sont consultables sur le site internet de la mairie. Les naissances, il y en a eu aussi chez Monacotech, l'incubateur de start-up qui a accueilli l'an passé de nouvelles jeunes pousses. La période et le contexte international ne sont pourtant pas toujours rassurants pour les start-up. Nous sommes avec le directeur de Monacotech. Bonsoir Lionel Galfray. Bonsoir Patricia. Le CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, le rendez-vous incontournable des nouvelles technologies et des startups, vient de s'achever. Il donne souvent le pouls de l'innovation. Comment les startups traversent-elles la crise? Je crois que les startups traversent la crise de façon très pragmatique. Elles ont intégré le Covid, cette crise qu'on traverse, comme un élément supplémentaire dans leur vie quotidienne qui est déjà pleine de tumulte, j'ai envie de dire. Donc c'est un élément supplémentaire. Oui, parce que la définition même d'une start-up, c'est d'être en plein développement. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu difficile d'être coupé en plein élan par la crise? Oui, c'est effectivement difficile et c'est quelque chose qu'elles ont complètement intégré. Par exemple, elles ont pour la plupart été obligées de revoir leur organisation. C'est-à-dire au niveau du développement commercial, l'importance des salons et des réunions en physique a été revue. Il a fallu trouver de nouvelles façons de rencontrer des prospects et de se développer.
et elles ont dû donc revoir leur modèle et parfois même leurs produits et leurs offres. Oui, et puis à la faveur de cette crise, tout de même, ce qui a émergé, c'est que certaines applications, par exemple en lien avec la santé connectée, le tracking, le coaching à distance, ont connu un véritable boom. Alors, cela a été plutôt positif pour le milieu des startups. Il fallait avoir le bon produit. Il fallait effectivement avoir le bon produit. Finalement, cette crise qu'on a traversée a été un accélérateur de tendances qu'on avait déjà vues. Et donc, ces startups étaient déjà dans cette mouvance-là d'évolution de notre mode de vie, c'est-à-dire en termes de consommation, par exemple, une consommation plus responsable, une consommation plus locale. Et on l'a notamment vu avec Carlo. En termes de santé, effectivement, la santé aujourd'hui est tout à fait connectée. On peut intervenir à différents endroits de la planète. Et ça, c'était quelque chose qui était déjà dans les tuyaux. Et c'est vrai que les startups étaient plutôt préparées parce qu'elles avaient déjà, pour certaines, anticipé ces phénomènes qui ont été multipliés par 10 au moment du Covid. Oui, alors justement, plus particulièrement, comment se portent les startups de Monaco Tech? Est-ce que la crise les a freinées pour certaines? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de casse, non? Non, il n'y a pas eu trop de casse. Aujourd'hui, à Monaco Tech, on a deux familles, deux types de startups. On a ceux que j'appellerais les pionniers, qui sont là depuis un certain temps à Monaco Tech et qui connaissent aujourd'hui des développements commerciaux en dehors des frontières de Monaco bien sûr, de la France aussi. Donc celles-ci ont une maturité commerciale qui leur permet de se développer et aussi elles sont au pied du mur en termes de financement. Elles sont confrontées à des recherches de financement. Et on a eu ces derniers jours des nouvelles positives avec des startups qui ont réussi à lever un certain nombre de millions d'euros, parfois inférieurs à 1 million d'euros et puis parfois plusieurs millions d'euros. On parle là de sommes extrêmement importantes. Cela signifie donc que les investisseurs, les business angels n'ont pas fait défaut? Oui, je crois que l'approche des business angels n'a pas changé, qu'ils ont toujours des investissements à faire. Parce qu'il faut bien voir que les business angels sont des gens qui investissent et les facteurs clés de succès, j'ai envie de dire, les éléments qui étaient regardés très précisément par ces business angels sont les mêmes. C'est-à-dire le côté innovant et smart, j'ai envie de dire, du projet, la qualité de l'équipe qui porte le projet, qui est un élément fondamental, et le fait qu'il existe ou pas, un marché. Et ces éléments-là, quel que soit le contexte, sont demeurés très présents. Lionel Galfré, vous avez accueilli l'année dernière encore de nouvelles startups. Et puis il y a les historiques, les pionniers qui sont là depuis le début. Quel type d'activité se côtoie aujourd'hui au sein de Monaco Tech? Aujourd'hui, on a très clairement le secteur du yachting qui pour nous est central, mais également le secteur de tout ce qui est durable et des énergies renouvelables. La troisième famille de projets qu'on nous accompagnons, c'est des projets autour de la médecine, de la santé et de la biologie. L'alliance de ces trois secteurs avec une base de technologie numérique, c'est un facteur clé de succès important. Je veux dire par là que si vous ajoutez à des industries traditionnelles comme le yachting ou comme la santé, toutes les possibilités offertes par le numérique, on arrive vraiment à des projets très intéressants, très novateurs. Donc c'est sur ça que Monaco Tech est concentré aujourd'hui. Ces trois industries dont je parlais, cette base numérique et évidemment, comme on est à Monaco, on ne s'interdit pas de jeter un coup d'œil aux entreprises de la finance, la FinTech. Bien évidemment. Merci beaucoup Lionel Galfré pour cet éclairage sur la santé des startups qui bravent la crise. Merci à vous. Son élégance, son accueil légendaire ont fait de lui l'une des figures presque mythiques de la société des bains de mer. Stefano Brancato part à la retraite et nous avons tenu à lui rendre hommage. Vous vous trouvez Alexandra Pani dans ce qui a été la deuxième maison de Stefano Brancato pendant tant d'années. Oui Patricia, vous reconnaissez le mobilier de cet établissement mythique de la Principauté. Le Café de Paris tourne un chapitre très important de son histoire en ce début d'année 2022. L'établissement va très prochainement déménager
du côté de la salle Empire, le temps d'importants travaux. Mais il change également de directeur après 30 années quasiment passées ici au sein du Café de Paris. Stefano Brancato laisse sa place. On a une émotion normale. Bon, après, ça fait partie de la vie, donc une page qui se tourne, il faut passer à autre chose. Et surtout un petit peu de repos, détente, comparativement au temps passé. 26 ans passés ici au Café de Paris, j'imagine que vous avez des milliers d'anecdotes à nous raconter. Ce qui me vient à cœur, c'est qu'un soir, j'avais Jean-Paul Belmondo, Robert Hossein qui dînaient. Et fatalité, dans la même soirée, il y avait les Gypsy Kings avec d'autres clients. Et ils sont passés les voir et vu qu'ils avaient juste une guitare, ils ont fait un petit morceau et ça s'est passé, quoi. Beaucoup de choses sont passées dans ce lieu, donc il y a une âme. Il faut respecter véritablement le côté tradition et quelque part, ça appartient aux Monégasques. Un visage connu de tous sur la place du Casino, avec son élégance à l'italienne et son sourire chaleureux. Il était en poste depuis 1995. Stefano Brancato a connu plusieurs générations d'habitués du Café de Paris. Convivialité et simplicité étaient les maîtres mots de l'ambiance qu'il souhaitait faire régner dans cette brasserie mythique. Sincèrement parlant, je ne m'y suis jamais ennuyé, véritablement. Mais pourquoi? Il m'a semblé de faire quelque chose de différent tous les jours. C'était intense et véritablement, je l'ai fait avec passion. Bien évidemment, sans oublier effectivement le respect qu'on doit avoir pour le personnel, le côté social qui est important, essentiel, parce que si le personnel est content, les clients ils sont contents, on fait des bons services, on fait des choses qui effectivement vont dans le bon sens. Un beau message donc pour votre successeur et on vous souhaite en tout cas beaucoup de repos après cette carrière très intense. Merci beaucoup Stefano Brancato. Merci. Et Patricia, vous l'aurez compris, on retrouvera Stefano Brancato prochainement sur la Principauté, on n'en doute pas, et pourquoi pas ici même sur la terrasse du Café de Paris, mais en tant que client cette fois-ci. Les heureux souvenirs de Stefano Brancato après cette belle carrière. Le professeur Dominique Petit, lui aussi, s'est replongé dans ses souvenirs pour nourrir le livre qu'il vient d'écrire, intitulé « Couronne et épines d'humanité ». Ancien médecin militaire, il n'a pas hésité à se rendre sur le front, mais de la pandémie de Covid cette fois, au tout début de la crise, au printemps 2020, aux côtés de personnel du CHPG et d'établissements de soins des Alpes-Maritimes. Il a rejoint Mulhouse alors que l'Est de la France était lourdement frappé par la Covid-19. Il s'est confié sur cette expérience à Fabien Bonilla. Dominique Petit, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez écrit le livre Covid-19, Couronne et épines d'humanité aux éditions Saint-Honoré. J'aimerais que vous reveniez sur cette histoire et sur cette aide apportée par ces soignants. Nous sommes partis avec 70 soignants, dont 25 monégasques qui ont été formidables, pour prêter main forte à l'hôpital de Mulhouse. Au début de la crise Covid, au moment où ils étaient dans une situation un peu catastrophique, ils ont eu une vague ininterrompue de patients via les urgences, des dizaines de patients par jour. Quand on est arrivé là-bas, on s'est retrouvé avec 630 patients Covid dans leur lit, près de 150 malades de réanimation, dont 30 sous les lits des militaires sur le parking de l'hôpital de Mulhouse. À quel moment vous vous êtes dit je vais écrire un livre sur cette histoire-là, sur cette aventure qu'ont vécu ces soignants venant notamment de Monaco? L'idée de faire un livre m'est venue plutôt vers le milieu-fin de mission, parce qu'on a vécu là-bas des moments très très forts, bien sûr au plan médical, mais surtout au plan humain, avec les patients eux-mêmes et leurs familles. Et pourquoi ce titre, Covid-19, couronne et épines d'humanité? Ce titre, d'emblée, il m'est venu à l'esprit, dans le sens où moi j'estime que ce Covid a ceint la planète, l'ensemble de la planète très rapidement, à l'image de la couronne d'épines un peu du Christ. Et puis ces épines d'humanité, j'en ai recensé 7 dans ce livre qui prêtent à réflexion. Certaines concernent notre mode de vie
Et puis après, j'ai recensé des épines qui viennent de notre nature humaine, malheureusement, de l'égoïsme, l'absence de résilience, l'absence de retour sur soi, sur notre mode de vie. Et tout ça fait qu'on court là aussi à peut-être d'autres catastrophes sanitaires. Il y a dans ce livre de nombreuses histoires, de nombreuses anecdotes. Quelles sont les histoires les plus marquantes qui peuvent nous rendre fiers d'être des humains ? Il y a beaucoup d'anecdotes marquantes. Je ne les ai pas toutes racontées parce qu'il aurait fallu un livre de 1000 pages. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est certaines anecdotes. On avait Cara, c'est un aide-soignant de l'hôpital de Mulhouse qui travaille en hémato-cancérologie, un type extraordinaire, d'origine sénégalaise, une force de la nature, 2,04 m, 100 kg. Il a attrapé le Covid de façon extraordinairement grave, 7 semaines de réanimation endormie, un réveil long sur 2 mois, et puis aujourd'hui, il est toujours sous oxygène jour et nuit, en attente de greffe pulmonaire. C'est un type merveilleux qui se bat, qui cherche à reprendre le travail. C'est son éthique de soignant et sa volonté d'avoir cherché à reprendre le travail malgré son handicap. Dernière question, le monde, j'ai l'impression, est un peu divisé en deux. Il y a les pro-vaccins, les anti-vaccins. Vous qui avez vécu cette expérience, quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs là, qui vous écoutent? Je leur dis, écoutez, c'est bien les gestes barrières, mais la seule solution de se sortir de cette histoire de Covid, c'est la vaccination. Il n'y en a pas d'autre, même si elle n'est pas parfaite. Mais elle protège quand même des formes graves et vous risquez grâce à cette vaccination, vous ne serez pas en réanimation. Vous ferez peut-être une équivalent de grippe, mais pas plus. Écoutez, je le rappelle, vous avez sorti le livre Covid-19, couronne et épines d'humanité. Dominique Petit, merci. Je vous remercie. Nous retrouvons Vanessa Dessy pour un nouveau point info en bref. Le spectacle Vive le sport et ses petits secrets, qui devait initialement se jouer au Théâtre des Muses, du 27 au 31 janvier, est annulé. Oui, il était question de revenir sur le parcours exceptionnel de Gérard Holtz. Des photos, des lettres, mais surtout des souvenirs, une sorte de 1001 nuits du sport. Pour des raisons techniques, l'événement qui devait se produire au Théâtre des Muses est donc annulé. Le beau parcours de l'AS Monaco football féminin en Coupe de France. Nous vous annoncions lundi la qualification pour les 8e de finale. Et il s'agit d'une grande première dans l'histoire du club et nous connaissons désormais les adversaires de l'AS Monaco féminin en Coupe de France. Je vous rappelle que le tirage au sort a eu lieu ce mercredi à huis clos au siège de la Fédération française de football. Les deux clubs de Régional 1 équivalent à la 3e division auront fort à faire. Monaco recevra Reims, club de D1, alors que Calais jouera la qualification pour les quarts face à Rodez, club de 2e division. Et la rencontre Monaco-Reims se jouera le dimanche 30 janvier à 14h30. Après une rentrée réussie face au Portel ce week-end, la Roca Team, c'est du basket cette fois, se déplace à Munich pour y affronter le Bayern en Euroleague ce jeudi. Un premier match en 2022 très important pour surfer sur les améliorations observées en fin d'année dernière. Les explications de Yannick Debever sur des images d'Olivier Bonello. Asvel reporté, Kazan reporté. Ce sera donc le Bayern Munich, le premier adversaire de la Roca Team en Euroleague, 14 jours après son dernier match européen. Un break un peu long et pas forcément prévu, mais dont les Monégasques ont su tirer profit. On s'est beaucoup entraîné, on est excité à l'idée de jouer ce match et de reprendre l'Euroleague. Donc avec Sacha Obradovic qui a rajouté plein de choses à notre jeu, donc en espérant le montrer sur le terrain et surtout repartir avec la victoire, ça serait le plus important. L'ASM avait remporté le match aller face aux Bavarois en signant une victoire référence 94-71. Ces mêmes Bavarois ont joué ce mardi face aux Žalgiris Kaunas et ont réussi leur rentrée européenne en s'imposant 74-65. On a tous regardé le match, voir un peu notre futur adversaire. Voilà, ils ont bien joué, une belle victoire pour eux, donc voilà, on est prévenus. Pour cette phase retour, Monaco doit gagner presque tous ses matchs pour atteindre son objectif de play-off. Un challenge corsé qui plaît aux Roca Boys. The game wouldn't be the game if it doesn't come with challenges. Do we have the team to do it? Yeah. So we just got to come out, focus up, and anything can happen. How I look at it right now, we're like 2 games out of 8, which is not bad at all. All it takes is one
one good week for us in EuroLeague and we're fine. Dernière nouvelle côté effectif, Paris Lee, un peu malade, ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Le meneur américain est négatif à la Covid-19. Et puis Jerry Boussielé fait le déplacement en Munich et devrait revenir sur les parquets normalement samedi face à Nanterre. Un point enfin sur la météo. Quelle sera la tendance, Vanessa, pour la journée de jeudi ? Eh bien Patricia, le soleil restera bien présent durant toute la journée. Au programme, du ciel bleu. Les températures seront fraîches et iront de 4 à 10 degrés. Le soleil se lèvera à 8 h et se couchera à 17h17. Et nous fêterons les Yvettes. De belles nouvelles côté météo et demain à 19 h, vous retrouverez Émilie Rousseau pour un nouveau journal. Nous nous quittons sur ce clin d'œil à Stefano Brancato. Avec son départ, c'est une page importante de l'histoire du Café de Paris qui se tourne. Passez une très belle et douce soirée. À bientôt.